Au démarrage de cette enquête, il y a un homme. Il nous contacte car il a des révélations à nous faire. Pendant 18 ans, il a travaillé pour l'une des entreprises les plus connues de France. Ricard. Nous partons donc à sa rencontre. Bonjour Julien. Bonjour Véronique. Son métier, commercial, consistait à se rendre dans les cafés comme celui-ci, dans les restaurants, dans les discothèques, avec un seul but, que les clients consomment les boissons de Ricard. C'est un travail de fourmi, c'est un travail de... On est là, on est des petits soldats, une petite armée, et on va convaincre les consommateurs. Un à un. Un à un. Et Paul Ricard avait une devise, c'était « fais-toi un ami par jour ». Fais-toi un ami par jour, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il fallait trouver des consommateurs et s'en faire des amis. Pour se faire un ami par jour, à chaque fois, les mêmes gestes, la même tactique. Tournée générale. Moi, j'arrivais à l'époque et je serrais des mains à tout le monde. Je disais bonjour à tout le monde, bonjour au patron déjà, bonjour à tous les consommateurs. J'allais vers les tables et puis j'observais. Si c'était l'heure de l'apéritif, qu'est-ce que je faisais? J'offrais un Ricard aux gens. Je m'asseyais, on restait debout au comptoir, on prenait, on discutait, on mangeait ensemble, on se partageait un bol de cacahuètes en buvant un Ricard. Bien sûr, c'est la convivialité. Ouais. À la convivialité, La convivialité, mot. à l'apéritif, ouais, tout à fait. Et ça a marché tout le temps que vous étiez commercial? Ça marchait énormément. C'est le cœur stratégique de l'entreprise. Une stratégie hyper efficace. Grâce à la fameuse devise du fondateur, Paul Ricard, qui n'hésitait pas à lever le coude avec ses amis, et aux pubs qui ont jalonné la vie des Français. Toute l'année, Ricard, c'est la fraîcheur d'un instant de vacances. Aujourd'hui, au moins un foyer sur deux aurait du Ricard dans son placard. Un Ricard, sinon rien. Depuis 1932, elle en a fait du chemin la petite société marseillaise. Elle est devenue un énorme groupe. Et surtout, le numéro 2 mondial des vins et spiritueux. Avec un portefeuille de 32 marques, comme le whisky Chivas, la vodka Absolute, ou encore les champagnes Perrier-Jouët et Moum, l'empire Pernod Ricard réalise aujourd'hui 8,448 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour s'imposer, le groupe ne se serait pas contenté de faire boire les consommateurs. À en croire Julien, à force d'écumer les bars, certains commerciaux de Ricard auraient également payé le prix de cette réussite. Celui d'un trop-plein d'alcool. Sachant qu'entre 11h30 et 13h, l'heure du repas, on faisait au moins 2 clients et on buvait peut-être 3 Ricards par client. On ne pouvait pas en boire moins que 3, quoi. C'est délicat. Boire pour faire boire. Lors d'une journée classique, Julien affirme qu'il ingurgitait entre 5 et 10 Ricards par jour. Et ça, ce serait sans compter les férias et autres fêtes régionales. Sur des férias, on pouvait en boire, on comptait même plus tellement qu'on était ivre à la fin. Mais je pense que le midi, 20-30 et le soir, 20... Enfin, je sais pas, on devait boire peut-être... on devait pas être loin d'1 litre de Ricard dans la journée. Des commerciaux qui boiraient jusqu'à 1 litre de Ricard en feria et qui sacrifieraient leur santé, nous nous sommes demandé s'ils n'exagéraient pas un peu, Julien. Alors, nous sommes allés vérifier sur le terrain. Printemps 2019. Il fait beau, la Covid connaît pas. Et dans le sud-ouest, c'est la saison des férias, avec leurs jours de fête non-stop. On va bien s'amuser. Le programme des réjouissances, bandasse. Lancer de gros bébés sur Paquito et chorale. Merci, mesdemoiselles. Et puis, il y a l'alcool. Beaucoup d'alcool. Pour attirer les fêtards, buvettes, musiciens, chansons à boire et du Ricard, évidemment.
Mais avant de se fondre dans la mêlée des fêtards, La couleur locale. un petit relooking s'impose. C'est parfait, ça. Marinière pour toute l'équipe. Ça, c'est ce qui fait rien. Histoire de disparaître dans la masse et repérer discrètement les commerciaux de chez Ricard. Pas très facile dans cette foule, mais bingo! Cet homme avec une bouteille à la main, pas de doute, s'en est un. Nous le filmons discrètement. Ça va, ça se passe bien la journée? Ouais, ça va. Ouais. Depuis 10h30 ce matin, ça commence à taper un peu. C'est chaud? C'est dur? L'habitude, hein. Beaucoup. Surtout pour le commercial en polo bleu à gauche de l'image. Et la journée n'est pas terminée. Alors, tous ceux qui ont jamais couché avec leur sœur se cassent. Le reste, à ma gauche. Ceux qui couchent avec leur frère, à ma droite. Il est tout le temps comme ça? Je me demande s'il y a une seule personne qui est pas saoule ici, quoi. C'est vrai? Si je suis dans le ballon, oui, là, je suis pas ici. Ouais. Et là, sinon, tu tiens, ouais, sans problème. Ouais. ce soir, tu rentres autre chose. Tu penses que t'es à combien de verres, là, à peu près? J'en sais rien. 30. Vous dormez ici? 30? Le corps, il est habitué. C'est de l'habitude. Ah non, mais en la semaine, on ne voit pas comme ça autant. Hein. Et si ces commerciaux de Ricard enchaînent les petits jaunes toute la journée, c'est toujours avec la même intention, conquérir de nouveaux clients et surtout les jeunes. Ça montre qu'on est toujours là et qu'on pense aux consommateurs, en fait. Voilà. Le but, c'est pas les alcooliser, c'est de les fidéliser. J'arrive. Ok, ouais. Pour mettre en œuvre sa politique commerciale, en 2019, Ricard peut compter sur près de 400 commerciaux. 300 dans les cafés, bars, restaurants et 90 dans les grandes surfaces. Des commerciaux qui seraient dévoués corps et âme à leur entreprise. Depuis que je suis rentré chez Ricard, j'ai tout donné pour Ricard. Tout donné, c'est-à-dire j'ai déménagé 4 fois, j'ai vendu mes maisons, parfois j'ai perdu de l'argent en déménageant, en vendant la maison, parce que c'était plus qu'une entreprise. Mon épouse était impliquée parce qu'on allait en vacances ensemble avec mes enfants, dans les centres de vacances Ricard. C'était vraiment une entité à part. Et moi, j'ai vraiment tout donné en termes de temps, d'investissement. Enfin, c'était en permanence, quoi. J'avais des mails non-stop, c'était non-stop. Ce dévouement au groupe, ils sont nombreux à nous le raconter, sous couvert d'anonymat. Comme cette femme qui vient de quitter l'entreprise. Je passe tellement de temps au travail, donc en fait, à un moment, je n'ai plus eu de vie privée du tout. Ma vie, c'est Ricard. Et pourquoi c'est arrivé, ça? Parce qu'on part en vacances ensemble, parce qu'on a beaucoup de réunions, parce qu'il y a cette ambiance particulière et magique qui est autour de la marque Ricard, parce que je ne travaille pas, je suis chez Ricard. Donc quand on m'appelle, je viens. Et on m'appelle tout le temps parce que je suis Ricard. J'appartiens à une famille, j'appartiens à la famille Ricard. Je suis une Ricardienne. Ricardien, Ricardienne. Vous voyez? Non? Alors on vous propose de regarder une vidéo. Disons que nous l'avons récupérée lors d'une soirée au fond d'un verre. Ça se passe en 2012. Tous les salariés sont réunis. Mesdames, messieurs, voici l'hymne officiel de Ricard. Pour que vous l'entendiez bien, on vous l'a écrit façon karaoké. Ça, waouh! Oui, avec le recul, vous allez me dire que ça fait sectaire, mais c'est extraordinaire, ça crée cette forme d'appartenance. Je peux pas, je l'ai vécu que là. Il n'y a que là où j'ai appris une chanson que l'on chante tous ensemble. Tous ensemble. Et ça forge une unité, ça forge... Ah ben, on se tient comme ça, chacun, vous prenez même la personne, parce qu'on est énormément, on est très très nombreux chez Ricard. Que ce soit l'assistante, que ce soit votre directeur, tout le monde se prend vers les épaules et on chante tous ensemble.
C'est notre cri d'union, c'est... Ouais. C'est fédérateur. Ouais, c'est ça, fédérateur. Ça vous fait sourire? N'empêche, le groupe sait chouchouter ses salariés. Régulièrement, Ricard les emmène en voyage dans un pays étranger. Varsovie, l'Écosse en kilt. Et pour les 80 ans de la marque, ce sera une croisière de 3 jours avec le grand patron, Alexandre Ricard, qui en bon général galvanise ses troupes. Chers amis, la conquête, je sais que vous aimez ça, c'est dans notre ADN, dans nos gènes à tous. Chez Ricard, on sait créer de l'émotion, de la chair de poule, et les salariés en ont plein les mirettes. À l'époque, sur le bateau, auprès de la famille Ricard au grand complet, Stéphane Bern, le spécialiste du patrimoine, en Monsieur Loyal. Et pour clore les réjouissances, à Barcelone, une fête à tout casser avec Julien Doré, Benabar, Gloria Gaynor. Bon, ça, c'est pour les paillettes. Parce que l'envers de ce décor, ce sont des collaborateurs qui parfois finissent par craquer, amochés par leurs années de boulot et les verres en trop. Une dizaine de salariés nous a raconté le même engrenage. Moi, je vous dis, j'ai fait 10 ans de fête de village. Après, moi, j'en pouvais plus, quoi. J'encaissais moins que dans mes premières fêtes de village où j'étais nickel, quoi. Voilà. Je tenais l'alcool, ça allait, quoi. Il n'y avait pas de souci, quoi. À 24 ans, il n'y avait pas de souci, pas comme à 34, quoi. J'avais le foie et l'estomac fatigué, quoi. Voilà. Mon médecin m'a mis en arrêt pour dépression due à l'alcool, surconsommation d'alcool et état de santé générale. Puis après, mes analyses et tout ça, ça a bien montré que j'avais une surconsommation d'alcool. Je suis allée voir mon médecin à la place d'aller au travail. J'ai bifurqué, je suis allée voir mon médecin, je dis ça va pas. Et là, le mec, il me regarde et il me fait mais à quel moment vous allez comprendre? En 2 ans, je vous ai vu quasiment tous les mois. Votre corps vous dit stop. Et vous voulez pas comprendre. Au jour d'aujourd'hui, je suis alcoolique, je n'ai plus d'amis, je n'ai plus de vie sociale et je suis à un niveau intellectuel proche des abysses. Je n'arrive plus à lire, je n'arrive plus à regarder la télé, je ne comprends rien à ce qu'on me dit. J'ai ma vie qui est foutue. Julien a lui aussi longtemps cru que sa vie était foutue. Burn-out, angoisse, idées noires. Ses expertises médicales l'attestent, la liste de ces mots est longue. Il y est même noté que Julien a été amené à avoir une consommation d'alcool importante et régulière durant 18 ans. Aujourd'hui, il est considéré comme un travailleur handicapé et il perçoit une rente à vie pour maladie professionnelle. On est toujours incité à prendre un verre. On est toujours avec des consommateurs, avec un supérieur qui nous offre un verre de Ricard. On prend toujours le Ricard de l'amitié, c'est en permanence. Donc c'est une incitation qui est quand même continue. Et si on ne le fait pas, on est très mal vu de la part de l'employeur. La loi est pourtant très claire. En dehors du vin, de la bière, du cidre et du poiré à la cantine, boire de l'alcool au travail est interdit. Ricard semble l'avoir oublié. Regardez ce document interne sur lequel nous avons mis la main. Un courriel écrit par un directeur régional de Ricard France. Il y explique les principes du budget alcoolémie. Une enveloppe spéciale destinée aux commerciaux qui ont trop bu. Ce budget est censé être utilisé pour payer un taxi, transport public ou hôtel, dans la mesure où il n'est pas possible de prendre le volant à cause d'une consommation d'alcool. Et vous-même, vous avez fait passer des notes de taxi, des notes d'hôtel? Bien sûr. Alors comment ça se passait? Vous souffliez dans un éthylotest? Ouais, on a un éthylotest qui est fourni par la société dans la voiture. Donc on souffle, et si on est positif, on peut dormir à l'hôtel et passer cette note d'hôtel en alcoolémie. C'est un budget alcoolémie? C'est un budget alcoolémie. Officiellement,
Ce budget alcoolémie sert à protéger les salariés. Mais selon Julien, cela montre que l'entreprise sait parfaitement que les commerciaux peuvent se retrouver en état d'ivresse dans leur travail. C'est un assidu que tu vas boire pendant ton animation et que on va te payer l'hôtel et t'inquiète pas, t'as payé en charge. Mais ta santé, c'est pas grave. Par contre, ta santé, c'est pas grave. T'es ivre, c'est pas grave. Par contre, on va te payer le taxi. Donc, tu peux consommer presque. C'est presque une autorisation formelle, quoi. En 18 ans de boîte, Julien affirme n'avoir jamais vu l'ombre d'un médecin spécialisé ou reçu une formation quelconque sur les risques liés à l'alcool. Fin 2017, il a été licencié pour inaptitude professionnelle. Depuis, il a attaqué son entreprise au prud'homme et le contentieux est toujours en cours. Alors, c'est là-bas, c'est ça? Oui. Ok. Évidemment, avec tout ça, on a eu envie d'écouter le groupe Pernod Ricard, qui, on doit le dire, s'est montré assez vite ouvert à une interview. Juin 2020, au siège de la multinationale. Bonjour. On se serre pas la main, hein, mais voilà, on va faire ça. Bonjour Madame Lucet. Merci de nous recevoir. Venez, on s'installe. On aurait préféré parler à Alexandre Ricard, l'actuel PDG et petit-fils du créateur. Ce sera avec un de ses bras droits, Marie Bénèche, directrice au niveau mondial du marketing responsable. Qu'est-ce que vous faites en interne pour sensibiliser vos salariés au danger de l'alcool? Pour nos salariés, ce que nous faisons, c'est des codes, des chartes. Donc la première charte, je crois, date de 2012 et la plus récente, c'est celle que nous venons de lancer via une formation en ligne. Quand exactement? Le lancement de cette formation en avril dernier. Ah oui, c'est tout récent. Donc qu'est-ce que vous leur dites? Où est-ce que ça se passe? C'est où? Ce que l'on veut, c'est expliquer simplement à nos collaborateurs, finalement, que l'alcool, ça n'est pas un produit anodin. On le sait. Et ce que l'on veut éviter, c'est l'excès ou la consommation inappropriée. Et donc, c'est ça qu'on explique tout au long de cette formation. Montrez-moi. Je vous montre. Parlons de consommation responsable. Être un consommateur responsable, chez Pernod Ricard, nous pensons que lorsqu'ils sont consommés de manière responsable, nos produits peuvent rassembler les gens et contribuer à des moments de joie et de partage. Une consommation irresponsable, en revanche, peut entraîner de graves problèmes de santé et des dommages sociaux importants. Voilà, on plante le sujet très clairement. Le sujet, il est la consommation, l'abus ou la consommation excessive d'alcool. Absolument. La consommation responsable consiste à faire des choix responsables. Je crois que ça, c'est un message fort que nous délivrons chez Pernod Ricard. C'est une responsabilité individuelle. Une fois que la connaissance, et c'est pour ça qu'on fait cette formation, la connaissance de nos collaborateurs sur les effets de l'alcool, après, c'est de la responsabilité individuelle. Est-ce que vous avez organisé des formations avec des addictologues, des médecins qui sont spécialisés dans les dangers de l'alcool, avec vos salariés? Est-ce qu'ils ont rencontré des médecins, des addictologues qui leur disent à un moment, attention, si vous buvez trop, est-ce que vous vous rendez compte des conséquences qu'il y a sur votre santé? J'avoue, je n'ai pas la réponse à votre question. Il n'y en a pas? Je ne sais pas. Il n'y en a pas? Je ne sais pas. Vous savez, j'imagine que certains de vos salariés sont devenus alcooliques. Non. Certains de nos salariés, vous parlez, j'imagine, du cas de M. Coste. Ah non, je ne parle pas d'un cas précis, je parle de plusieurs salariés qu'on a rencontrés. Madame Lucet, il n'y a aucun document de la médecine du travail qui vienne indiquer que nous avons des personnes qui sont malades en raison de l'alcool, pas davantage qu'à France 2 ou à France Télévisions ou dans d'autres entreprises françaises. D'accord. Alors, je vais vous faire écouter le témoignage d'un de vos salariés. Vous allez voir qu'on est quand même assez loin. Je pense, en tout cas, pour le connaître de France Télévisions. Regardez avec moi. On est dans une feria. Ça se passe bien la journée? Ouais. Tu penses que t'es à combien de verres là à peu près? J'en sais rien. Tu t'en remets ici? 30? 30 verres par jour. C'est pas de la consommation responsable. Alors, ces images sont effectivement très fortes et elles ne correspondent pas du tout à la politique que l'on met en place chez Pernod Ricard. Donc, mais je vous assure que... Ce jeune homme, il ne sait pas qu'il est filmé, il parle spontanément. Oui, je comprends. Donc, c'est la réalité de son travail. C'est un commercial de chez Pernod Ricard. Voilà ce qu'il fait quand il est en feria. Il en est à 30 verres là.
Il n'a peut-être pas fini d'ailleurs, il va peut-être en boire encore plus. Donc vous voyez, quand vous nous dites que vous avez, j'imagine très bien, une action sur la consommation responsable, et vous me dites que tous les collaborateurs de votre groupe, les salariés, y compris les commerciaux, ont bien entendu le message, la preuve que non. Il y a peut-être des trous dans la raquette et nous sommes en train de nous améliorer. Et donc, la principale des choses, c'est que quand on voit ce genre d'image, s'il y a des sanctions à prendre, nous les prendrons. Mais il n'est pas incité à boire par sa hiérarchie, c'est sa décision personnelle. Mais c'est absolument pas conforme avec la politique de l'entreprise. Et vous savez, si un commercial qui agit de cette sorte pense que pour être un bon commercial, il faut faire ça, il se trompe. Madame Bénèche, nous vous abandonnons quelques instants. Parce que le modèle du commercial à l'ancienne, qui écume les bars, ne suffit même plus à vendre. Selon ce courriel interne de Philippe Coutin, le PDG de Ricard France, en 2 ans, Ricard a perdu l'équivalent du chiffre d'affaires annuel d'une filiale européenne comme l'Italie. Soit 60 millions d'euros. Les raisons pêle-mêle, la concurrence de la bière et les campagnes de prévention qui portent leurs fruits. Un plan de sauvetage a été lancé fin 2019. Il se nomme Reconquête, transformer et accélérer ensemble. Dans son courriel, le PDG France veut du coup reconquérir les clients en réinventant le modèle commercial. Alors, elle passe par quoi cette reconquête des consommateurs ? Un soir, alors que nous étions tranquillement dans notre salon, à nous changer les idées avec un bon bouquin, un journaliste de Cash nous a envoyé un message. « Je suis à un concert, regarde cette vidéo que je viens de faire, ça pourrait t'intéresser. » Ah là là, ces jeunes hyper connectés, c'est fatigant. En plus, c'est un concert de rap. Paris, est-ce que t'as de la voix ce soir? Ah, je commence à comprendre. Il y a du Chivas partout. Et Chivas, c'est le whisky du groupe Ricard. C'est quand même bizarre, cette déco pour un concert, non? Comme tout le monde filme avec son téléphone portable, nous allons sur les réseaux sociaux, style Instagram, avec le hashtag de la soirée. Et ça ne loupe pas, on trouve plein de photos et de petites vidéos de ce concert postées par des rappeurs et des anonymes. Rapidement, ce qui nous interpelle, c'est que sur la très grande majorité des posts, on voit du Chivas partout. Tiens, elle ne serait pas là, la nouvelle méthode Ricard pour reconquérir les clients? Pour en savoir plus, nous avons bien demandé à Ricard de pouvoir rencontrer son service digital marketing, mais sans autorisation, nous avons misé sur autre chose. À Cash, on a de jeunes journalistes tout frais et moulus d'école. En plus, ils sont très souvent sympas et toujours de bonne humeur. Bref, le profil idéal pour postuler à un stage chez Ricard, comme Lorraine. On va voir ce qu'il propose comme annonce, Pernod Ricard. Commercial et marketing, regarde. Stage assistant chef de projet digital. Ah, ce serait parfait. Bon, bah, je postule. Vas-y. Quelques jours plus tard, youpi, la candidature de Lorraine est retenue. C'est comme ça qu'un beau jour, Lorraine s'est retrouvée à Marseille. Mais bon, pas le temps de faire du tourisme, faut bosser. Le service digital marketing de Ricard nous attend. Derniers ajustements pour se transformer en stagiaire modèle. Ambiance, discrétion.
Puis, nous voilà partis au siège, où la convivialité est le maître mot. Et comme ça se passe avant la Covid, on se claque la bise avec le chef. Ah, bonjour. Enchanté. Bisous. Ok. Tu vas comprendre que ça fonctionne comme ça ici. Ok, très bien. 25 bises plus tard, voici le précédent stagiaire. Ah, encore des bisous. Bonjour. Lorraine. Droite. Tu vas prendre l'habitude de faire la bise à gauche, tu vas voir. Droite, gauche, on ne sait plus où donner de la tête. En tout cas, lui, son stage, l'a ravi. Même s'il nous prévient tout de suite, ici, il faut composer avec un truc que personne n'a envie de bisouiller. Il y a un sujet très chiant qui va un peu t'enquiquiner pendant tout son stage, c'est la loi E20. Ok. La loi E20, c'est le truc le plus strict au monde, c'est ce qui régularise un peu, réglemente l'alcool en France. La loi E20, retenez bien ce nom, car on va en entendre parler de celle-là. L'apéro? Décidément, ça commence trop bien ce stage. En plus, chez Ricard, pas besoin de sortir. Il y a bar à domicile. Où l'on trinque, devinez à quoi? Une obsession, on vous dit. Vous trinquez comme ça tous les vendredis ou pas? Hyper formel. Alors, qu'est-ce que la loi E20? Depuis 1991, elle encadre la publicité sur les cigarettes et l'alcool. Et elle ne rigole pas, car son but est de tout faire pour ne pas donner envie de boire de l'alcool. Déjà, la loi E20 oblige à ce que cette mention sanitaire apparaisse clairement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Après, elle réglemente les supports de diffusion. Autrement dit, la publicité pour de l'alcool n'est pas autorisée partout. Dans la rue, sur les panneaux publicitaires, c'est OK. Dans la presse écrite, c'est OK. À la radio, c'est toujours bon. Sur Internet également. En revanche, vous verrez peu de publicité au cinéma et à la télévision, à part quelques rares exceptions, c'est interdit. Mais surtout, elle régit le contenu des publicités. Ainsi, ce genre de pub, qui passait avant la promulgation de la loi E20, est totalement illégal aujourd'hui. Se servir du glamour pour vanter un alcool, c'est niette. Jouer sur la... comment dire... séduction, c'est niette encore. Associer des gens joyeux à un alcool, c'est reniette. Bref, tout ce qui fait rêver est interdit, car trop incitatif. D'ailleurs, même notre dessin ne respecte pas vraiment la loi, car à part exposer des gens dont le métier est lié à l'alcool, les personnages sont interdits. En gros, seules les caractéristiques du produit peuvent apparaître, mais sans fioriture, style nature morte. Autrement dit, les publicités peuvent parler du degré d'alcool, de l'origine, de la fabrication, de la couleur, du goût ou encore des récompenses des alcools. Mais c'est tout. Retenez bien cela, c'est important pour la suite. Tout ce qui n'est pas autorisé dans cette liste est interdit. Comme de se servir de la musique et de musiciens pour vanter un alcool. Par conséquent, quand la marque Chivas inonde les réseaux sociaux par le biais de concerts de rap, est-ce une stratégie délibérée de la part de Ricard? Retour avec Lorraine à Marseille, chez Ricard, au pôle digital. Hello, ça va? Nous décidons d'aller voir l'une des responsables du service marketing qui a participé à l'organisation de ces concerts. Le vrai attrait de cette soirée, c'était la programmation musicale. D'accord. Tous les soirs, il y avait un artiste qui venait faire un show, comme ça, dans une pièce quasiment pas plus grande que ça, en face des gens. Le problème, c'est que nous, on ne peut pas annoncer la programmation musicale puisque c'est pas un thème E20. Maintenant, pour la programmation musicale, parce que l'équipe, on est quand même un petit peu malin, on a appelé, moi j'ai appelé tous mes contacts, Combini, Vice, OKLM, Ibis, en leur disant « Ouais, tu sais, tel soir, on ouvre, et puis attends, le premier soir, il y a SCH, et puis le deuxième soir, il y a Jazzy Bass, et puis il y a Oxmo. » Tout ça, en fait, fait que
Le message est passé. Combini a fait un article où tu as tout l'habillage autour, c'est Chivas The Blend, et ça annonce toute la programmation musicale. Enfin, voilà. On a fait un peu leaker la programmation. Elle est sortie sur les 3-4 bouts de magazine et ça s'est rempli direct comme ça. D'accord. Et c'est ainsi que 14 concerts ont été annoncés dans des médias suivis par des jeunes. Des jeunes qui ont ensuite relayé sur les réseaux sociaux les vidéos et photos de leur soirée estampillées Chivas. Je pense que si l'ANPA tombe dessus, je vais en prison. Mais il n'y a pas de traces. L'ANPA, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. C'est l'autre bête noire des alcooliers. L'ANPA est la seule à intenter des procès quand la loi Evin n'est pas respectée. Et jusqu'à présent, sur 100, elle en a gagné plus de 80, dont 2 contre Ricard. On comprend mieux pourquoi l'entreprise ne laisse pas de traces. Peur que son image en prenne un coup, peut-être. Premier. Désolé, c'était un peu fort. C'est la synchro. Nous montrons les images tournées chez Ricard aux juristes de l'association. Pas annoncer la programmation musicale puisque c'est pas un thème Evin. On a appelé, moi j'ai appelé tous mes contacts, Combini, Vice. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la méthode utilisée? Eh ben c'est assez énorme, là, ce que vous montrez là. C'est juste qu'on essaie de démontrer quand on est devant un juge, en fait. Hein, quand on voit des articles qui paraissent comme ça dans la presse, on se doute bien qu'il y a quelqu'un derrière qui produit quelque chose, mais on n'a pas la preuve. On a des difficultés à faire condamner Ricard sur un truc comme ça. Ça veut dire que nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est couper les vannes en attaquant la presse. Ce qui nous place dans une situation un peu ambiguë, d'ailleurs, puisqu'on attaque la presse. Hein, on n'attaque pas l'auteur de l'infraction, enfin, celui pour lequel bénéficie l'infraction. Ça montre bien la stratégie des alcooliers. Hein. On promeut la responsabilité, la consommation responsable, mais derrière, on incite à boire, on fait de la promo illégale, hein, on enfreint la loi, et on fait tout pour pas se faire choper. Ouais, en faisant porter la responsabilité à d'autres. Sur d'autres, voilà, c'est ça. Ouais, c'est sympa, les copains. Alors, au cours de notre enquête, on a trouvé d'autres... Ah, c'est pas tout? Non, c'est pas tout. D'accord. On a trouvé d'autres choses. Ah bah, très bien. Donc, je vais vous les montrer. Ça nous fait du boulot. Cette fois-ci, c'est un petit film de vacances diffusé sur YouTube par cette jeune femme. D'accord. Il va falloir manger juste avant la petite compétition de danse et il y a un monsieur qui est en train de me faire mes pattes. Une influenceuse, suivie pour son humour et son côté « Hein, c'est cool la vie hein. !» Il fait tellement beau. Au total, elle a posté 4 vidéos comme celle-ci, d'une durée d'environ 7 minutes. Qui la grosse nouille qui a oublié sa clé à l'intérieur de son appartement. C'est moi. Regarde-moi la meuf. La marque Malibu, propriété de Ricard, revient très souvent, que ce soit à l'image... Moi, je me dis qu'on est quand même bien gâtés par la nature. ou au son. Oh, c'est trop stylé. Et là, vous avez genre 1 milliard de petites serviettes Malibu. Oh, j'adore. Pina colada. Pina colada. Cocktail khác. Malibu. Bạn có muốn thêm một ly nước không? Thank you. Enjoy. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez ça? Ben, ça fait beaucoup de Malibu, quand même. On parle beaucoup de Malibu dans cette publicité. Dans cette, Vous faites un lapsus vous-même. Beau lapsus, ouais. Là, on est clairement dans l'infraction loi Evin à cause de ce contexte de fête là, qui est bien décrit. Hein. Contexte de fête, contexte de vacances, de plage, de copines, d'entre copines, de petites blagues. Et puis évidemment, pas de mention sanitaire qui avertirait que les dangers de l'alcool sont bien présents, quoi. Derrière, une fois de plus, le service digital marketing de Ricard est à la manœuvre. C'est même Monsieur Malibu qui l'avoue à Lorraine, la journaliste de Cash, lors de son stage. C'est un peu de la pub camouflée. Ah ouais? Un petit peu, parce que du coup, on les a envoyés là-bas, on tout ferait payer, et on leur a dit, vous ne mentionnez pas que c'est sponsorisé, vous ne mentionnez pas que c'est Malibu. Mais il y a du placement de produits, quand même. En fait, ouais, c'est ça. En fait, en contrepartie, on leur avait dit aux influenceuses, mettez-vous bien derrière, tu vois, des bars brandés Malibu, consommez des cocktails à base de Malibu, où il y a le logo. Après, elles ont joué le jeu, tu vois. Elles racontaient leur vie sur place, sans mentionner la marque, sans dire qu'elles étaient invitées par Malibu. C'était contractuel, ça? C'était contractuel à l'oral. Et l'ANPA, ils n'ont pas capté ça? Non.
Ok. Ouais, c'est chaud quand même. Bah, effectivement, on n'a pas capté. Donc c'est ça que dans le jeu du chat et de la souris, le chat peut pas tout voir. Effectivement, on n'est pas derrière toutes les personnes sur Instagram et sur les réseaux sociaux, quoi. Et qui est responsable là du coup, juridiquement? Alors juridiquement, faut qu'elle le sache d'ailleurs, hein, toutes ces influenceuses, hein, c'est elle, en fait, c'est celle qui publie en fin de compte. Hein. Si nous on n'a pas la preuve qu'il y a un lien, ce qui est le cas hein, la plupart du temps, qui est responsable? C'est l'influenceuse. Ricard, comme dans l'autre affaire, là il a tout fait pour maquiller, pour effacer les traces. Donc là, il est responsable moralement, mais juridiquement, c'est compliqué d'aller chercher Ricard sur une affaire comme ça. Pourtant, c'est bien Ricard le grand gagnant de cette opération, super efficace. Je crois qu'on va gagner. À l'époque, en 2017, l'alcoolier envoie ses 2 demoiselles, Check-up et Amy, au Vietnam. Et d'après des documents internes à l'entreprise, ce procédé doit bien permettre de toucher une nouvelle cible. Car au moment de l'opération, Check-up possède presque 900 000 abonnés. Amy, 1 400 000. À L2, elle touche potentiellement 2 300 000 personnes, soit une audience comparable à nos Cache Investigation sur France 2. Et ce n'est pas tout. Regardez bien. Check-up est suivi par 21% de 13-17 ans. Amy, par 28%. Ce qui fait un total de 578 690 mineurs potentiellement touchés par cette publicité illégale. Les 2 jeunes influenceuses ont-elles conscience d'enfreindre la loi E20? Nous leur avons posé la question. Elles ne nous ont pas répondu. Nous retournons voir Marie Bénèche, la patronne du marketing responsable chez Ricard. Il semblait vouloir me faire partager. Quand on fait de la pub, on est d'accord qu'on n'a pas le droit d'associer musique et promotion d'une marque d'alcool. On n'a pas le droit d'associer musique et promotion d'alcool. Dans la loi... C'est pas indiqué dans la loi. Si, c'est indiqué dans la loi. On n'a pas le droit d'associer dans une pub de quelle loi parlez-vous? Musique et promotion d'alcool. De quelle loi parlez-vous? C'est dans la loi E20, tout simplement. Non. Ah si. Dans la loi E20, tout ce qui n'est pas autorisé. Voilà, tout ce qui n'est pas autorisé. Exactement, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. dire. Il y a ce qui est autorisé. Exactement. Et tout le reste est interdit. C'est ça. D'accord. Donc dire. Ça n'est pas autorisé dans la loi E20. Donc de fait, c'est interdit. Je vous suis. On est d'accord. Voilà. On est d'accord là-dessus. Okay. Parce que je voudrais qu'on parle de l'opération Chivas The Blend. Vous connaissez cette opération, j'imagine. Vous avez été au courant de cette opération. Oui. Est-ce que c'est vous, le groupe Pernod Ricard, qui avez tout organisé? Alors là, vraiment, je n'ai pas les détails de cette opération. Je peux pas répondre. D'accord. Parce que d'après nos informations, cette opération a été entièrement montée par votre service du digital marketing qui se trouve à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ou pas? Non, je peux pas. Je peux rien vous en dire. Je ne connais pas les détails de cette opération. Mais c'est dommage quand même, parce que vous êtes directrice du marketing responsable, et là, on est en plein dedans, dans le marketing responsable, donc vous n'êtes pas au courant d'un événement aussi important. Il faudrait vérifier que ça n'est pas une soirée privée ou d'autres éléments que je n'ai pas la possibilité de vérifier avec... Pardonnez-moi, mais vous voyez partout ce qui est relayé, c'est-à-dire, et c'est vos photos avec à chaque fois les logos qui sont en bonne place, réseaux sociaux, papier dans la presse, on est bien d'accord, ça n'est pas une soirée privé. Ça n'est pas une communication de la part de la marque. Le hashtag, il n'est pas délivré par notre marque, il est délivré par des consommateurs, ou des personnes qui étaient présentes à cette soirée, mais ce n'est pas notre marque qui a communiqué. Eh ben, c'est intéressant ce que vous me dites, parce qu'en fait, qui a prévenu tous ces médias différents, qui a prévenu tout le monde que cette soirée avait lieu? Je vais vous refaire la même réponse. J'étais pas là, je peux pas le commenter. C'est le groupe Pernod Ricard qui prévient tous ces médias qui font des papiers. Donc on est bien d'accord, c'est plus privé, c'est public. C'est votre groupe Pernod Ricard qui prévient justement que ces soirées ont lieu. Donc c'est le groupe Pernod Ricard qui à un moment fait que ces soirées ne sont plus privées. Et là, on n'est plus dans la loi. On est à ses limites, oui. D'accord. Je voulais vous parler d'autre chose qui nous a semblé très intéressant. Je vais vous montrer une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Cette fois, il s'agit de 2 influenceuses
Je vous montre cette vidéo qui date de 2017, donc elle n'est pas très ancienne hein, pour le coup, et on regarde ensemble. Regarde-moi la meuf là-bas, le cul qui est là. Et c'est ça, mais regarde-moi, c'est ça, c'est chaud à son âge. Moi, je me dis qu'on est quand même bien gâtés par la nature. C'est trop stylé. Et là, vous avez genre 1 milliard de petites serviettes Malibu. Donc là, quelle est votre réaction ? Effectivement, les Summer Games, c'est une activation, une animation de la marque Malibu et qui est encadrée. Et effectivement, ce que je vois, les images que vous me montrez, c'est pas les informations qui nous ont été communiquées par la marque quand ils ont lancé l'animation. Nous, qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Parce que je ne comprends pas bien. Je vais vous expliquer au niveau du code que je préside, donc où on valide ou non les éléments. On leur indique, par exemple, que la consommation d'alcool dans une piscine, c'est interdit. Donc il y a eu manifestement... Il n'y a que ça qui vous choque? La consommation d'alcool dans la piscine? Oui, ça fait partie des règles que l'on demande de respecter. D'accord. Parce que ça ne vous choque pas que 2 influenceuses parlent de Malibu à peu près toutes les 8 secondes dans une vidéo et qu'elles postent cette vidéo? Ça ne respecte pas du tout la loi E20, là. Ces influenceuses, elles ne les postent qu'à des... Comment on va dire des gens qui sont abonnés à leur compte. Et c'est pas une... Ça respecte pas la loi E20 du tout. Et elles les ont postées en France. Ah ben, c'est des influenceuses françaises. Nous, d'après nos informations, il n'y a pas de contrat écrit, mais à l'oral, on leur a très clairement dit, on nous a très clairement expliqué que vous... C'est de le prouver, qu'on leur a demandé de le faire. Non, mais en l'occurrence... S'il n'y a pas de contrat écrit, c'est difficile. Mais moi, en l'occurrence, Nous, on fait signer des contrats avec nos influenceurs, systématiquement. Mais oui, mais c'est ça qui est intéressant, Madame Bénèche, parce qu'en fait, il y a ce qui est écrit, et puis il y a ce qu'on dit à l'oral. Et souvent, c'est très, très différent. Moi, je ne peux pas deviner ce qui se dit à l'oral. Et encore une fois, on fait signer des contrats. Mais ils doivent respecter le contrat. Et encore une fois, si les influenceurs ne le respectent pas, on ne travaillera plus avec eux. Vous êtes en train de dire que c'est de leur faute, en gros, qu'elles n'auraient pas respecté le contrat. Est-ce que vous pensez vraiment que ces 2 jeunes influenceuses vont passer des vacances en Vietnam en montrant la marque Malibu toutes les 8 secondes parce qu'elles en ont eu l'idée et qu'elles trouvent ça formidable? Je peux pas vous dire. Je connais pas le cas. Mais la règle chez nous, c'est pas celle-là. Donc si la réalité, c'est ça. Une réalité. Vous pensez qu'on en a terminé avec Ricard? J'imagine. Pas tout à fait. Parce qu'on a trouvé encore plus problématique. Et ça concerne l'une des figures les plus respectées du rap français, Oxmo Puccino. Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Ma Life, le titre phare du dernier album du rappeur. J'ai réussi ma life. Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Qu'est-ce qu'on entend? Chivas? Et dans ses clips aussi? Regardez bien, le panneau publicitaire. Petit arrêt sur image. Une bouteille de Chivas. C'est fou, cet amour de la marque. Comme dans cet autre clip, la même bouteille, cette fois-ci en arrière-plan. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Le service digital marketing de Ricard ne serait-il pas encore derrière tout ça? Allez Lorraine, à toi de jouer. À Marseille, Madame Chivas est décidément très loquace. En fait, loin d'être un simple clin d'œil, les liens entre Chivas et le rappeur dépassent largement les quelques apparitions furtives de la marque dans ses clips. On s'est en fait transformé en agence événementielle pour Oxmo Puccino. D'accord. C'est-à-dire qu'on a organisé tout l'événement, enfin, on a vraiment tout organisé. Et donc ce qu'on a fait, c'est que tout l'intérieur, on a tout brandé, c'est-à-dire que, enfin on a tout brandé avec parcimonie. Et moi sur le lieu, j'étais là, je suis là, hop, je vois Chivas. Je mets comme ça, hop, je vois Chivas. Je mets comme ça, là aussi je vois Chivas. Ouais. Pour faire en sorte que l'événement, en fait, il soit pour Oxmo. Mais infusé de Chivas, quoi. Infusé de Chivas. Ouais. L'événement dont elle parle, c'est celui-ci. L'organisation et le financement de 2 after-shows pour l'artiste. C'était en juin 2018. Dans cette vidéo, postée par le rappeur sur Facebook, la marque apparaît régulièrement. Un an plus tard, Madame Whisky utilise la même recette,
cette fois-ci pour l'organisation de 6 concerts en région. L'objectif pour Shiva, c'est être sur toutes les images, mettre des verres dans les mains des gens, être hyper brandé sur l'événement comme ça. À chaque fois qu'Oxmo il chante, je sais pas si t'as remarqué sur les vidéos, mais il y a le gros logo derrière. Ouais. Hein, brandé à fond. Une tournée de promo et des after-shows financés par Ricard, mais qui ne sont pas sans contrepartie. Dans ce document interne, la marque détaille les objectifs des 2 after-shows parisiens. Infiltrer les tribus urbaines via une figure absolue du rap. Et de cette opération, elle attend aussi des retombées digitales via les médias et comptes sociaux du talent et de ses invités. Et pour cela, Madame Whisky a donc demandé à Oxmo Puccino de poster des photos et des vidéos sur ses réseaux sociaux. Oxmo, lui, il devait faire un post permanent, 5 stories, la vidéo, et ensuite poster la vidéo officielle dans laquelle on était infusé partout. Et ça, tu lui as demandé juste comme ça Ouais, ces mecs, ils ont une parole, donc t'as pas besoin de le contractualiser en fait. D'accord. Pas de contrat, ou la bonne vieille tactique de « je ne laisse pas de traces ». Mais sur l'Instagram officiel d'Oxmo Puccino, les photos sont encore bien visibles et le logo immanquable. Merci, Chivas France. Et merci les réseaux sociaux, nouveau bras armé du digital marketing, car mine de rien, entre les photos du chanteur, celles de ses copains et celles des anonymes, en tout, d'après les documents internes de Ricard, cette publicité indirecte, rien que sur 2 soirées parisiennes, visait à toucher plus de 5 millions de personnes. Soit plus que les pubs diffusées avant le bon vieux journal télévisé. Une technique efficace pour cibler les jeunes. Mais payer pour obtenir une contrepartie, cela s'appelle du parrainage. Et c'est interdit par la loi Evin. À en croire le service juridique de Ricard, ils auraient donc eu recours à un procédé complètement illégal pour maquiller l'alliance. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un pour qu'il te fasse de la com pour ta marque, sur un support tiers, c'est interdit. Donc en gros, si tu payes un artiste pour qu'il te fasse de la pub sur son support à lui, c'est-à-dire sa chaîne Instagram, ben on est dans du parrainage et c'est interdit. Donc même si on le fait, on risque pas de le mettre dans le contrat parce que c'est fait une trace écrite. Quand on fait des choses qui sont border, on le fait en off en fait. D'accord. C'est pour ça qu'on maquille, qu'on surfacture en point. C'est ce qu'on a fait avec Oxmo Puccino en fait. Dans quel cas t'évolues quoi? À l'entendre, Ricard a maquillé les factures. Et pour cela, ils se sont appuyés sur HK Corp, l'une des plus importantes agences de production françaises de clips vidéo. En fait, t'avais Oxmo, t'avais HK Corp, qui est l'agence de toujours de machin, t'as Ricard. Et en fait, on a fait son after show, en fait c'est HK Corp qui a payé son after show. D'accord. Et après ils nous ont refacturé. Mais en fait, on travaillait déjà HK Corp en tant qu'ils nous faisaient du conseil stratégique. Donc on les a rémunérés en tant que conseil stratégique. Donc on a surfacturé la mission de conseil qu'ils faisaient déjà. Ouais, vraiment c'était du conseil. Ok. Mais en fait, derrière tout ça, c'était le financement de la soirée. Quoi. Le vrai but, c'était pas le conseil en fait. Non, il y avait une partie conseil de base, mais qui était surfacturée pour pouvoir mettre HK Corp dedans. D'accord. Nous, c'est qu'on a évité de donner des indices à l'ANPA pour éviter qu'ils aient des billes, des arguments quand ils nous assignent. On évite toute trace écrite, toute chose comme ça, tout se fait à l'oral en fait. Ok. Quand le projet est vraiment touchy, il y a des choses, moi je vais dire au chef de produit, ça tu le marques pas par écrit, on le fait, mais tu le fais qu'à l'oral au téléphone. Ok. Bon bah top. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Depuis le stage de Lorraine, une autre soirée a eu lieu à Paris en septembre 2019. On a essayé d'y entrer, sans succès, car réservé à quelques VIP sur invitation. Heureusement, sur les réseaux sociaux, toujours la même idée, des images ont circulé. Et le logo Chivas n'est jamais très loin.
Mais Oxmo Puccino est-il au courant de ces manœuvres? En mars 2020, ce rappeur a reçu de la main de son ami Vincent Cassel la médaille d'officier des arts et des lettres quand même. Officier des arts et des lettres. Ça se passait dans ce grand hôtel parisien avec tous ses amis et à grands coups de Chivas, bien sûr. D'ailleurs, devinez qui était présente aussi? Madame Whisky. On l'a floutée, mais on vous l'assure, c'est bien elle, à gauche. Comme le rappeur refuse de répondre à nos questions, nous téléphonons à son agent, Nicole Schluss. Allô? Oui, bonjour, vous êtes Nicole Schultz? Oui, c'est moi. Je suis Élise Lucet, France 2. Je vous appelle parce qu'on fait une enquête sur l'alcool et les jeunes qui va être diffusée dans Cache Investigation assez prochainement. Et que dans ce cadre-là, on a remarqué qu'il y avait des photos et des vidéos envoyées Oxmo Puccino dont vous vous occupez, avec des verres, des bouteilles de Chivas. Et on s'est rendu compte qu'a priori, ce n'était pas le fruit du hasard, en fait, que Oxmo Puccino entretenait des liens étroits avec la marque Chivas. Quand nous avions organisé des soirées de lancement du nouvel album, oui. Nous travaillons beaucoup avec HK Corp, qui est également une société d'événementiel, oui. Et qui travaille beaucoup avec Chivas. Donc comme Oxmo aime beaucoup ce whisky et que déjà depuis 2012 il met il avait mis Chivas dans ses chansons, oui. On s'était dit que c'était assez cohérent que de faire appel à cet alcoolier-là. Mais alors, sauf que comme il poste sur ses réseaux sociaux des photos, des vidéos où on le voit apparaître avec la marque Chivas, et elle est très visible, du coup, Oxmo Puccino, là, se retrouve au titre de diffuseur, et il peut être éventuellement assigné pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on voulait savoir si lui était au courant de ça. Et de ce positionnement, parce que moi je vois son positionnement vis-à-vis des jeunes, justement, hein, la manière dont il est vis-à-vis des jeunes, est d'ailleurs très apprécié pour ça aussi. Et ça m'étonne de lui qu'il se retrouve dans une situation de possibilité. Mais c'est un jugement là que vous êtes en train de faire. Ah non, c'est du juridique. Mais si, il fait quand même ce qu'il veut. Et si vous allez chercher un peu plus loin, tout le monde fait ça. Tous contreviennent à la loi Evin, donc. Mais c'est pas contrevenir à la loi Evin. Ah, si. C'est-à-dire que, mais non, puisque en général, c'est posté effectivement sur des comptes privés ou des comptes perso, et c'est pas de la publicité. On va pas faire de la publicité à de l'alcool parce que on est content de faire une soirée et qu'effectivement, c'est Chivas qui régale en termes d'alcool. Ok, bien, parfait. Merci, au revoir. Au revoir. Selon elle, seules quelques bouteilles ont été offertes et surtout Ricard n'aurait rien demandé en échange. Ce n'est pas du tout ce que révèle notre enquête. Je voudrais vous montrer une dernière chose, plutôt vous faire écouter la chanson que vous connaissez certainement, qui s'appelle « My Life ». J'ai réussi ma life. Oxor, elle était sur la rythmique Cohiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Un nouveau Mouinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Vous savez qui c'est? Pas du tout. Oxmo Puccino. Je suis pas une grande fan du rap, non. C'est vrai. Alors, Oxmo Puccino, on est quand même dans un monument du rap français. C'est un monument du rap français. Pourquoi, à votre avis, il cite Chivas dans sa chanson, c'est-à-dire un de vos alcools phares? Un whisky phare. Sans doute qu'il apprécie le Chivas, cette marque. Sans doute. Vous pensez que c'est tout? Je vous montre l'intérieur de la pochette du disque. Oxmo Puccino. Donc c'est tous les remerciements. Ouais, c'est écrit là, remerciements. Et là, on voit le nom d'une de vos collaboratrices, on ne va pas le citer, et la maison Chivas. Donc là, c'est écrit très clairement. Lui, dans son album, à l'intérieur, il vous remercie. La maison Chivas, c'est écrit ici. Remerciements, c'est écrit là. Et on se dit que pourquoi il remercie Chivas et le groupe Pernod Ricard France? Parce que peut-être qu'il a apprécié le whisky Chivas. Ok, vous n'avez passé aucun partenariat avec Oxmo Puccino? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Selon nos informations, le groupe Pernod Ricard aurait organisé et payé 9 concerts à Oxmo Puccino, donc c'est pas rien, 9 concerts en France, à l'occasion de la sortie de son dernier album.
Moi, je me dis que vous êtes directrice du marketing responsable, vous êtes obligatoirement au courant de ça. Je devrais être au courant de ça. Et vous ne l'êtes pas? Je ne le suis pas. Juridiquement, ça s'appelle du parrainage. Et la loi E20 interdit le parrainage. l'interdit. Absolument. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Je suis d'accord avec vous. La loi interdit le parrainage par les marques d'alcool. Comment vous expliquez que vous, responsable du marketing responsable, vous découvriez avec Je vous l'ai dit, Madame Lucet, nous allons en parler avec les équipes en charge et nous veillerons à ce que ça ne se reproduise pas. Et encore une fois, sur les influenceurs et l'ensemble des règles du marketing responsable que nous avons mis en place, on fait les choses plutôt sérieusement. Parfois, il y a des ratés. Voilà. C'en est un? Sans doute. Je le vérifierai. Est-ce que vous connaissez la société HK Corp? Non. D'après les informations que nous avons recueillies, vous auriez même opéré un tour de passe-passe comptable pour maquiller votre parrainage. Vous auriez gonflé certaines factures payées à HK Corp pour en fait maquiller le parrainage. Ça aussi, c'est illégal. Donc là non plus, vous n'êtes pas au courant. Eh bien, nous allons diligenter les études nécessaires pour vérifier ce que vous dites. Moi, je ne suis pas au courant. Parce que là, on se dit que c'est... on n'est plus seulement dans le non-respect de la loi E20. Là, vu ce que je vous ai expliqué, on serait dans des comptes maquillés. Donc c'est beaucoup plus grave. J'ai pas de commentaire à faire. Là, vous allez loin, j'ai pas de commentaire à faire. Je vais loin en fonction des informations qu'on a. Laissez-moi en parler avec les équipes en charge. Si effectivement vous avez fait un tour de passe-passe comptable pour maquiller votre parrainage... Moi, je dois vérifier vos informations avant de prendre une position. Je ne peux pas prendre une position sur vos affirmations. D'accord. Vous me promettez que vous reviendrez vers nous, pour le coup, pour nous dire ce qui s'est passé et ce que vous avez décidé de faire? Nous prendrons... Oui, nous reviendrons vers vous. Merci à vous. Merci, Madame Merci, Lucet. Marie Benech. Merci. Ricard est bien revenu vers nous, un mois après cette interview. Et voilà ce que la société nous a écrit, après avoir diligenté une enquête interne. Si nous reconnaissons que nos procédures de contrôle interne peuvent toujours être améliorées, il est toutefois faux d'affirmer que notre filiale française ait pu vouloir contourner la loi E20. Les points que vous avez soulignés sont le résultat de comportements individuels, de tiers, et n'ont jamais été demandés par nos équipes. Nous ne demandons pas à l'artiste et aux personnes présentes de promouvoir nos marques. Il n'y a aucun lien contractuel. Oxmo Puccino n'avait aucune obligation de parler de notre marque. Enfin, depuis cette lettre, Ricard a tenu à nous informer qu'un nouvel outil de formation à la loi E20 a été mis en place. Après toutes ces émotions, à Cache, on a eu envie d'aller à notre QG préféré pour boire un petit gorgeon. Avec modération, bien sûr. On adore. Ça décontracte, ça resserre les liens, ça réchauffe les cœurs. Mais vous savez quoi? On est comme tous les Français. On boit encore trop. Beaucoup trop. En 2019, chaque Français de plus de 15 ans a ingurgité en moyenne 11,4 litres d'alcool pur. L'équivalent de 127 bouteilles de vin à 12 degrés. C'est presque 2 fois plus que les recommandations des organismes sanitaires. Évidemment, tout cela cause des ravages qui coûtent un bras à la collectivité. Arrêt maladie, perte de productivité, dégâts collatéraux sur les proches. C'est l'ensemble de la société qui pâtit de cette casse due à l'alcool. Pierre-Alexandre Kopp est avocat mais aussi économiste. En 2016, pour l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, il avait établi un calcul précis. Il faut le dire, l'alcool rapporte 3 milliards de taxes. Mais de l'autre côté, il y a des dépenses, et ces dépenses, c'est 7,7 milliards de dépenses pour soigner les gens qui sont malades des conséquences de l'alcool. Et si on va plus loin, c'est un élément un peu cynique, mais le fait que des gens décèdent avant l'âge auquel ils toucheraient leur retraite procure une économie pour l'État de 1,7 milliard.
quand vous mettez tous ces chiffres bout à bout, en gros, l'alcool coûte 3 milliards d'euros par an aux finances publiques. Donc ça, c'est un message qui me semble tout à fait important. C'est faux de dire que l'alcool rapporte, l'alcool coûte aux contribuables. 3 milliards payés par le contribuable. On a fait le calcul, c'est l'équivalent du budget de fonctionnement moyen avant Covid de 115 établissements hospitaliers pendant 1 an. Alors pourquoi en France, l'alcool coûte-t-il plus cher qu'il ne rapporte? Peut-être parce que celui qui est le plus consommé est aussi le moins taxé. Regardez. D'un côté, il y a la bière, de l'autre, les spiritueux, et au milieu, mesdames et messieurs, le vin. Bien à part, comme au-dessus de la mêlée. Oui, en France, le vin ne serait pas un alcool comme les autres. C'est sûr, nos vignobles, on y tient. Et nos présidents de la Ve République, qu'ils apprécient ou non le vin, y tiennent aussi. De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron et même son ex-premier ministre. Comme le président de la République, comme vous, manifestement, comme des millions de Français, j'aime le vin. En France, le vin a beau représenter un peu plus de 56% de la consommation d'alcool, il a beau être plus alcoolisé que la bière, il bénéficie d'un privilège exceptionnel. Il est le moins taxé des alcools. Prenons une bouteille de vin, une bouteille de bière et une bouteille de spiritueux. Hormis la TVA, aucun de ces alcools n'est taxé de la même façon. En 2020, sur les spiritueux, l'ensemble des taxes alcool représente plus de la moitié du prix final de la bouteille. Sur la bière, elle constitue un peu plus de 9% du prix. Et sur le vin, tenez-vous bien, 0,83% du prix. Moins de 1%. Et à écouter en 2018 le ministre de l'Agriculture de l'époque, Didier Guillaume, il ne faut rien changer. Est-ce qu'il faut taxer plus le vin qu'il ne l'est aujourd'hui? Ou est-ce que vous dites, à la manière de Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français, ça suffit? Non, mais je pense qu'il ne faut pas toujours parler de taxes. Il ne faut pas toujours parler de taxes. La santé, c'est pas plus de taxes. Or, d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour diminuer la consommation, il faut augmenter les taxes, comme on le fait déjà pour les cigarettes. À chaque fois qu'elles augmentent de 10%, le nombre de fumeurs baisse de 4%. Les taxes sur l'alcool sont évidemment un levier de santé publique parce que l'objectif de la santé publique, c'est de réduire le nombre de morts et le nombre de malades. La meilleure technique, c'est de réduire la consommation. Comment réduire la consommation? Certes par la prévention, l'information, mais également par le prix. Les gens sont sensibles au prix. Donc quand le prix augmente, la consommation baisse. Et quand les politiques disent qu'ils sont contre l'augmentation des taxes parce que ça ne réglerait en rien les problèmes d'alcoolisme... Bullshit. C'est-à-dire? Rien ne règle tout, si vous voulez. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien clair, indubitable, dans tous les pays de la planète, entre le prix et la conso. Et on sait qu'il y a un lien clair, indubitable, entre le niveau de consommation global et par tête, et le nombre de gens qui meurent, et le nombre de gens qui est malade. Donc on peut chanter, on peut danser, mais c'est comme ça. Bon, on inspire. Pour faire baisser la consommation d'alcool, il faudrait donc utiliser l'arme de la fiscalité. Alors, pourquoi le vin, la boisson la plus consommée, bénéficie-t-il d'un tel traitement de faveur? Nous allons vous raconter une histoire révélatrice du statut du vin en France. Bonjour, madame. Tout commence à la fin de l'année 2018. Cette sénatrice veut s'attaquer, entre autres, au mélange vin-sirop, comme les rosés pamplemousse. On appelle ça des vins aromatisés, des
BABV ou Vinopops. Oui. Quand ces Vinopops apparaissent sur le marché en 2011, vous, qu'est-ce que vous dites quand vous voyez ça apparaître? Il est certain que comme c'est des vins du coup qui sont très doux, très sucrés, ça attire qui? Encore notre jeunesse et souvent, très souvent les jeunes femmes. Voilà. Et donc je me suis dit, oui, là aussi il faut faire quelque chose parce qu'il y a quand même une dangerosité au niveau de la santé de nos jeunes, des jeunes femmes, mais pas que aussi, de la population entière. Jocelyne Guidez propose alors de taxer ces vins aromatisés pour augmenter leur prix de 170%. On décide aussi de viser tout ce qui était cidre, tout ce qui était poiré, tout ce qui était, cocktail, etc. Donc vous tapez fort? On tape fort, voilà. On s'est dit, de toute façon, en France, si on tape pas fort, on n'obtient pas grand-chose. Donc au moins, en tapant fort, on obtiendra au moins un petit quelque chose. À l'époque, et contre toute attente, sa proposition est adoptée par les sénateurs. Sur cet amendement, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Mais dans le processus législatif, il reste encore une étape à franchir. Et c'est là que les choses se corsent. L'article voté au Sénat doit encore être examiné par l'Assemblée nationale. C'est ce que l'on appelle la navette parlementaire. La voici en version cache investigation, totalement écolo. 3 kilomètres entre les deux chambres, sans émission de gaz à effet de serre. Une petite promenade pour l'article sur la taxation des vins aromatisés, et elle a intérêt à en profiter. Car à l'Assemblée nationale, les députés vont lui faire la peau. Vite fait, bien fait. « 109 parlementaires vont signer pas moins de 16 amendements de suppression pour laminer l'article voté au Sénat. Ces 109 députés, on les a tous replacés sur leur siège. Et là, nous nous sommes aperçus qu'ils étaient de tous bords politiques et que 80 d'entre eux avaient un point commun. Ils appartiennent tous à un groupe d'études nommé Vignes, Vins et œnologie. Et oui, parce qu'à l'Assemblée nationale, il existe plus d'une centaine de groupes d'études. Et celui qui approfondit les questions sur la vigne et le vin, bizarrement, rassemble beaucoup plus de députés que ceux qui planchent sur le cancer ou la pollution de l'air. Alors, qu'est-ce qu'il étudie, le groupe d'études Vignes, Vins et œnologie? En juillet 2019, on a eu vent d'un événement. Cela se passe dans les salons de la questure à l'Assemblée nationale. Comme nous ne sommes pas invités, nous nous glissons discrètement avec une caméra cachée. Je peux vous assurer que c'est des mois de préparation. Donc merci à eux tous. Je sais qu'il y a quelques ministres qui vont passer. Profitez-en. Ah, c'est Marie-Christine Verdier-Joucla, la coprésidente du groupe d'études qui cause. Oui, le vin, c'est un alcool, c'est clair. Mais le vin, c'est du patrimoine, c'est de la culture, c'est des terres, c'est une histoire, c'est des familles qui travaillent au quotidien et qu'on peut très bien allier le vin et tout ce que ça entoure autour et la prévention pour effectivement, par rapport aux jeunes ou aux femmes enceintes, s'opposer forcément à ce qui consomme de l'alcool. Donc merci de votre présence et je vous souhaite une très très bonne soirée. Ce soir, les députés n'étudient manifestement pas grand-chose. C'est plutôt dégustation de vin, avec des vignerons venus de toute la France pour présenter leurs produits. Il y a même le ministre de l'Agriculture de l'époque, Didier Guillaume, qui a fait le déplacement et vient saluer tout le monde. C'est chouette, dixit la coprésidente du groupe. Les vignerons sont contents? Oui, les vignerons sont contents. Et le ministre, il est content? Aussi, il était content. Et vous, du coup? Moi aussi, du coup. Moi aussi, parce que je voulais vraiment, enfin, quand le ministre de l'Agriculture vient, pour les vignerons, c'est important, c'est bien. Voilà. Mais parce que c'est leur ministre, quand même. C'est aussi de lui que dépendent certaines décisions. Et c'est vrai que c'est un peu une reconnaissance. Il a fait le tour de tous les stands. Donc voilà. Ça leur montre qu'il est auprès d'eux, qu'il les soutient. Exactement. Donc, moi, je suis contente.
Madame la députée est contente. Mais nous, on est, comment dire, perplexes. Que penser de ce groupe d'études Vigne, Vin et œnologie? Venez, installez-vous. Nous avons demandé l'avis à l'association Regard Citoyen, qui observe depuis 2009 l'activité des parlementaires français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un groupe d'études? Alors, les groupes d'études, c'est l'une des instances au sein desquelles les députés se réunissent à l'Assemblée nationale pour discuter d'un thème en particulier. Donc, précis. Alors, moi, je lis qu'il s'agit pour ces groupes d'études d'étudier, ça va de soi, des questions techniques ou juridiques spécifiques sur un sujet. C'est un peu comme ça que c'est défini. Normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas parfois aussi du lobbying caché? Ils n'ont pas le droit, officiellement. J'aime beaucoup votre sourire quand vous dites officiellement. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est compliqué de savoir ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire pas de transparence, c'est ce que vous dites en fait. Hein. Très opaque. Effectivement, les groupes d'études sont une des instances qui publient le moins d'informations sur ce qu'ils font. Et du coup, on pourrait effectivement les qualifier peut-être d'antichambre du lobbying, dans le sens où ça va être un endroit où des lobbyistes d'un secteur en particulier vont avoir accès à un ensemble de parlementaires qui sont intéressés par le sujet et qui vont pouvoir du coup leur communiquer des éléments de langage ou leur conseiller de passer tel changement législatif qui serait en faveur du secteur. D'accord. Alors, est-ce que vous connaissez le groupe d'études Vigne, Vin et œnologie? Et est-ce qu'il est transparent, justement? Alors, apparemment, non. Ils sont 2 sur les 10 plus gros à ne publier absolument aucune information. Heureusement, il y a un rapport qui a été publié par un vice-président de l'Assemblée nationale pour, justement, déblayer un peu tous ces groupes d'études. Pour faire du ménage, quoi. Donc, qui a fait un peu de ménage. Ouais. Et dans ce rapport, on a pu avoir, pour la première fois, un élement d'information. C'est-à-dire c'est-à-dire que, apparemment, le groupe Vigne, donc Vin, Vigne et œnologie, est considéré comme un groupe dont l'existence est bien définie et bien identifiée, et donc qui, du coup, a vocation à être pérennisé, et qui s'est réuni, qui a organisé 16 événements. Alors, on ne sait pas ce que sont ce type d'événements. Est-ce que ce sont des réunions, des auditions? On ne sait pas trop. Et dans l'année ou depuis sa création? Ça n'est pas clair dans le rapport, mais on peut imaginer que ce soit depuis le début de la législature, donc depuis juin 2017. D'accord, et ça, c'est la seule information qu'on ait? À ma connaissance, c'est aujourd'hui la seule information qu'on ait sur les travaux de ce groupe. D'accord. Alors justement, je voudrais vous montrer une vidéo. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il s'agit d'une dégustation de vin organisée justement par le groupe d'études Vigne, Vin et œnologie. Et vous allez voir avec moi ces images. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup de bouteilles. Vous allez voir, chacun un verre à la main. Les serveurs qui sont là à l'Assemblée nationale. Tout le monde est en train de boire un verre. Le ministre, qu'on voit ici, ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Et voilà, donc, Madame Verdier-Joucla. Les vignerons sont contents? Oui, les vignerons sont contents. Et le ministre aussi était content. Et vous, du coup? Moi aussi, du coup. Voilà, une réaction? Ah bah ça pose question. Là, on l'a dit très précisément, un groupe d'études, c'est censé se réunir pour étudier des points techniques, juridiques, spécifiques. Est-ce qu'on est dedans, là? C'est un peu la question qui se pose. Et moi, en plus, ayant lu que ce groupe d'études s'était réuni, avait organisé 16 événements, j'en viens me demander si ce type de petite sauterie compte dans les événements organisés par le groupe d'études. Dégustation, on va dire. Si c'est le cas, c'est assez effrayant sur ce que peuvent être les 15 autres événements. Donc on espère qu'il y a effectivement un travail plus technique par ailleurs de ce groupe. J'ose imaginer que c'est le cas. Mais effectivement, ce type d'événement ne devrait pas avoir sa place dans les activités d'un groupe d'études. Il faut quand même le rappeler, les serveurs personnels de l'Assemblée nationale, les salons de la questure, c'est un lieu de la République. Donc on se dit, c'est de l'argent public qui est mobilisé pour organiser ce genre d'événement. Donc les citoyens, bien évidemment, sont en droit de se poser des questions.
Ça alimente toutes les suspicions, en fait. C'est surtout ça qui est dramatique, c'est qu'on passe notre temps à nous dire que les citoyens ne sont plus assez proches des politiques, qu'ils se sont éloignés, et on a ce type de choses qui vient alimenter toutes les suspicions, et on n'a pas de meilleur moyen de rétablir la confiance. C'est pour ça qu'à Regard Citoyen, on milite pour plus de transparence de la vie publique. Merci à vous deux. Alors qui sont ces 80 députés du groupe Vignes, Vins et œnologie qui ont torpillé à l'Assemblée nationale, fin 2018, la taxation sur les vinopops? Tous défendent ardemment les vignobles français. Certains se font introniser par des confréries ou autres commanderies. D'autres ont carrément des liens très forts avec le secteur du vin. Comme Fabrice Brun, qui a une petite entreprise de caviste. Ou encore Jean-Philippe Ardouin, qui est gérant du château Guinaud, un cognac. Mais c'est surtout le pédigré de l'autre coprésident du groupe qui nous a surpris. Il s'appelle Jacques Catin et il n'a pas sa langue dans sa poche. Alors que nous ne cessons d'être sollicités, nous voulons continuer à maintenir des vendanges traditionnelles avec nos belles vendangeuses. La parole est à monsieur Didier Guillaume. Sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans sa déclaration d'intérêt, Jacques Catin écrit être co-gérant de la société CWL, l'un des plus importants producteurs de vin et de créments d'Alsace. Depuis toujours, nous mettons en lumière les formidables atouts de notre belle région, l'Alsace. Nos vins reflètent une histoire, une culture, de riches terroirs, un goût unique. La société qu'il dirige avec son fils, un héritage familial, réalise plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. La signature, c'est Catin. Ce qui est signé aussi Catin, c'est son opposition systématique à la moindre nouvelle taxe perçue comme un très mauvais signal pour toute la filière. Forcément, on a voulu l'interviewer, mais il n'a pas souhaité nous répondre. Nous sommes donc partis en Alsace, sur ses terres. Comme il est député, à Turkheim, il a une permanence où il reçoit les administrés de sa circonscription. Ici. On y était bien un lundi, le bonjour, mais personne. Du coup, on a quitté Turkheim et on a serpenté sur les coteaux. Suivez le raisin et vous tomberez toujours sur la maison Catin. Une famille de vignerons depuis 1720. Bonjour monsieur. Et voilà. C'est pour France 2, on peut... Pardon ? C'est pour France 2. Je vous serre pas la main? C'est qui vous envoie? France 2. Finalement, il accepte une interview. Déjà, je voulais savoir pourquoi, vous savez, fin 2018, vous vous êtes opposé à une hausse de la taxation sur certains vins, dont les vinopops, et je voulais savoir pourquoi vous y étiez opposé à l'époque. La taxation, la taxation des... C'était un article qui était passé au Sénat, qui avait été voté au Sénat en première lecture, puis c'est revenu en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. C'est sur les boissons à base de vin. Exactement. Voilà. Et en fait, vous vous étiez opposé à l'époque à cette taxation, et je voulais savoir pourquoi. Pourquoi je veux dire, je dis qu'aujourd'hui, le vin issu de nos raisins, voilà, on le valorise dans toutes ses composantes. Et donc, voilà, aujourd'hui, la France, qui est quand même pays du vin, je ne voyais pas pourquoi on taxait de tels produits. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Parce que le vin, vous devez le savoir, c'est l'alcool le moins taxé par rapport aux autres alcools. Il est taxé sans compter la TVA, moins de 1%. Il pourrait être un peu plus taxé. Il est quand même pas taxé. Le vin est quand même taxé... Très peu, à 0,83%. Taxé directement ou indirectement. Je ne vois pas pourquoi on le taxerait davantage. J'ai une autre question par rapport à votre groupe d'études dont vous êtes coprésident. Oui. Donc le groupe Vignes, Vins et œnologie.
Est-ce que vous n'êtes pas une sorte de porte-parole de la filière? Non, bien sûr, et j'assume tout à fait d'être le porte-parole de la filière, bien sûr. Je considère qu'on est droit dans nos bottes, oui. Qu'on fait la promotion pour nos produits, pour notre gastronomie, pour nos vins, que le vin est quelque chose qui a traversé toutes les civilisations dans notre pays et que nous devons être fiers de ces produits. Bon, on résume. Pour le député Jacques Catin, la taxation, c'est non. Être le porte-parole de la filière vin, c'est oui. Avant de partir, nous tentons une dernière question sur le coût de l'alcool pour les finances publiques. 3 milliards d'euros, vous savez, c'est l'équivalent du budget de fonctionnement de 115 établissements hospitaliers pendant 1 an. Putain, mais terrible. Hop, on prend un coup. Non, je peux pas. Ah non, jamais pendant le service, monsieur Catin. Et vous savez quoi? En 2019, la taxe sur les vinopops a refait surface. Attention, elle n'a plus rien à voir avec la précédente. C'est la députée Audrey Dufeu-Schubert qui l'a portée à l'Assemblée nationale. Figurez-vous qu'elle appartient au groupe d'études Vignes, Vins et œnologie. Qui est pour? Et miracle. Qui est contre? L'amendement est adopté. La taxe a été votée par les 2 chambres. Hurrah! En fait, oui et non. Car entre la proposition de 2018 et celle de 2019, la taxation a été très édulcorée. Les prix n'augmenteront pas de 170% comme initialement souhaité, mais de 45%. En plus, ils ne toucheront que cette toute petite niche des vinopops. Aucun autre vin. À ce stade, vous vous dites « Allez, arrête, Cash, tu nous saoules. Un petit verre n'a jamais fait de mal à personne. Bien au contraire, c'est bon pour la santé. On l'a tous entendu. » Bonjour. Dans l'actualité ce matin, quand le vin devient remède, une surprenante étude nous apprend qu'une consommation modérée de vin diminue de façon considérable le risque de développer la maladie d'Alzheimer. 2 verres de vin par jour, c'est le régime quotidien de cette patiente californienne opérée du cœur il y a 20 ans. Son cardiologue est formel, elle va bien, entre autres, grâce au vin. Cela réduit le risque d'être hospitalisé de 30 à 40%. Je parle de quelqu'un qui boit en moyenne 2 verres par jour, pas plus. C'est donc une substantielle diminution du risque. La presse écrite n'est pas non plus en reste. Que ce soit dans des magazines légers ou dans des journaux plus sérieux, on trouve toutes sortes d'articles sur les bénéfices apportés par l'alcool. Parfois, ils nous vendent de l'espoir. Souvent, ils sont complètement farfelus. En tout cas, systématiquement, les articles s'appuient sur des études scientifiques. Et comme les auteurs de ces études sont le plus souvent américains, nous avons pris notre billet pour les États-Unis. Nous allons à la rencontre de l'un des chercheurs les plus influents sur la question, Curtis Ellison. Depuis plus de 50 ans, ce cardiologue milite pour une consommation certes modérée d'alcool, mais quotidienne. D'ailleurs, il le proclame haut et fort dans la presse, comme dans 60 Minutes, une émission phare aux États-Unis. Si vous buvez une demi-bouteille chaque jour avec votre repas, en prenant votre temps, il se peut fort bien que vous protégiez votre cœur en empêchant la formation de caillots. À 2 heures de route de Boston, la Framingham Heart Study. Ici, de 1948 à 2014, 5000 personnes ont été suivies sur 3 générations pour étudier la santé des Américains.
Hello, professeur. Bonjour, professeur. Ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Comment ça va? Curtis Ellison y travaille encore comme épidémiologiste. Ses principales études, une quarantaine en tout, portent sur les effets de l'alcool sur la santé. Et il est formel. L'alcool, jusqu'à 2 verres par jour, a un effet protecteur. Curtis Ellison illustre même ses résultats par une courbe appelée courbe en J. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la courbe en J? Je vais vous donner un exemple de courbe en J. Là, sur cette verticale, ce sont les risques que l'on a de mourir. Si on prend l'exemple de la cigarette, si vous fumez 1, 2 ou 3 paquets, vos risques de mourir montent comme ça. En revanche, prenons l'alcool. Si vous buvez 10 verres par jour, le risque est là-haut. Et si vous ne buvez pas du tout, le risque est là. En revanche, avec un verre, il ne monte pas. Il descend au contraire. Puis après 2 verres, il remonte doucement. Donc, les abstinents sont là, et ceux qui boivent un verre, là. Eux ont 20% de chances de vivre plus longtemps. Même effet positif pour ceux qui boivent 2 verres. Après, plus vous buvez, plus vos chances de mourir remontent. Donc, la courbe en J signifie que contrairement à un risque qui augmente avec la quantité, comme la cigarette, vous avez un effet protecteur avant la remontée du risque. Quoi? Si on boit 1 ou 2 verres par jour, on a plus de chances de rester en bonne santé que les gens qui ne boivent pas du tout? Mais c'est trop bien, ça! Limite, on aurait envie de laisser nos baskets au placard. Sauf que, attention, cette petite musique bien agréable à entendre, des scientifiques la remettent sérieusement en question. Pour rencontrer l'un d'eux, nous sommes partis au Canada, côté ouest, à Victoria. Très jolie ville, avec des taxis très sympas. Je toucherai pas à vos affaires, je veux pas les casser. Même si une fois à l'université, on a galéré pour trouver le bureau B122 453 28 62 bis. Terre bis. Tim? Bonjour. Hi. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Voici Tim Stockwell, psychologue et épidémiologiste. Au départ, ce professeur d'origine anglaise, et fan de foot bien sûr, croyait lui aussi aux vertus d'une consommation modérée et quotidienne d'alcool. Vous pensiez que c'était vrai? Je l'ai cru. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de travaux publiés. C'était l'interprétation de beaucoup de scientifiques. La position orthodoxe la plus respectée. Sauf qu'ensuite, Tim Stockwell a découvert que dans le groupe des abstinents, qui meurent soi-disant plus vite que les petits buveurs, il n'y avait pas que des abstinents de toujours. Et ça, en épidémiologie, cela entraîne un biais. Le premier biais est lié à cette idée de vouloir comparer un groupe d'abstinents sains avec un groupe de buveurs pour voir ce que l'alcool fait aux buveurs. Cela suppose que les abstinents, pour être un bon groupe de comparaison, n'aient pas de problème de santé. Or, le biais de la plupart de ces études, c'est que dans le groupe des abstinents, on retrouve beaucoup de personnes en mauvaise santé, car ce sont d'anciens buveurs. Ce n'est pas une comparaison juste. Ah ben oui, on comprend mieux pourquoi les abstinents meurent soi-disant plus vite que les buveurs modérés. Dans ce groupe des abstinents, on trouve d'anciens buveurs qui ont arrêté de boire pour des raisons de santé. Pour corriger ce gros biais, il faut donc les retirer du groupe des abstinents. Mais cela ne suffit pas.
Il faut aussi les remettre dans le groupe des buveurs, en fonction de leur ancienne consommation. Et que se passe-t-il après? Les études qui ont corrigé ces biais, vous savez, ont montré une disparition des bénéfices de l'alcool. Il n'y a plus de bénéfices. Nous avons trouvé que même les buveurs modérés, même les petits buveurs, en comparaison aux abstinents, avaient un risque de mourir plus élevé. La courbe Angie disparaît? Oui, elle devient droite, toute cause de mortalité confondue. Allez, jouons ensemble à corriger les biais méthodologiques. Après avoir reclassé les anciens buveurs parmi les buveurs actuels, eh ben non, il n'y a pas de miracle. Au revoir la courbe Angie. C'est comme la clope. Plus on consomme, plus on augmente son risque d'aller vers la tombe. Pourquoi alors des études continuent-elles à démontrer l'existence de la courbe Angie? Et pourquoi des scientifiques, comme Curtis Ellison, ne se posent pas plus de questions que cela sur les biais? Nous avons retracé le financement de ces études. Ce que nous avons mis au jour est un incroyable enchevêtrement de scientifiques, de centres de recherche, mais aussi de lobbies. Tous financés par les plus grands noms de l'industrie alcoolière mondiale. Reprenons avec Curtis Ellison. Pour diffuser dans le monde entier l'idée que l'alcool est bon pour la santé à dose modérée, il a par exemple créé l'ISFAR, un forum qui regroupe 50 scientifiques de toutes nationalités. Nous nous sommes aperçus que sur ces 50 scientifiques, au moins 22 avaient reçu directement ou indirectement des financements de l'industrie de l'alcool. Comme le Danois Skovenborg, aidé par le Goda, lui-même soutenu par la VSOD, qui se décrit comme la voix de l'industrie auprès des autorités et des politiciens, et qui est subventionné, entre autres, par Pernod Ricard et Moet Hennessy Danemark. Citons encore l'américain Klatsky, soutenu pendant 41 ans par l'ABMRF, une fondation entièrement financée par 40 brasseurs. La fondation dit elle-même avoir versé aux scientifiques plus d'1 700 000 $ pour conduire des études sur les effets bénéfiques de l'alcool sur la santé. Quant à Curtis Ellison, en 2016, il a été contraint de déclarer ses conflits d'intérêts. Dans cet article, il avoue notamment avoir perçu des fonds pendant une 50aine d'années de la part du Discus, le lobby américain des spiritueux. Il y explique aussi qu'entre 2007 et 2013, il a touché des dons illimités de la part de la Fondation new-yorkaise du vin et de la vigne, de Diageo, le numéro 1 mondial des vins et spiritueux, et de Brown-Forman, l'un des plus grands alcooliers américains. Ces sommes ne sont pas publiques, mais nous avons trouvé par ailleurs que Curtis Ellison avait encore touché de l'argent jusqu'en 2018 de la part de la Fondation new-yorkaise du vin et de la vigne, 2 fois 25 000 $. Pas mal, non? On comprend mieux pourquoi la courbe Angie n'est pas remise en question par ces scientifiques. Et pourquoi tout ce petit monde contribue à diffuser un seul et unique message: l'alcool est bon pour votre santé. Vous n'avez pas peur d'être trop proche de l'industrie de l'alcool avec ce message? Les alcooliers ont financé nos travaux au tout début. Oui. D'ailleurs, on les remercie pour ça.
Mais tout cela a pris fin en 2005. Je fais maintenant sans le financement de l'industrie de l'alcool depuis 15 ans. Vous dites que vous ne recevez plus aucun soutien financier? Parce qu'en 2016... Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez vous-même révélé que vous aviez reçu des fonds provenant de l'industrie. Vous ne vous rappelez pas? Vous l'avez vous-même confessé dans cet article. Là, dans ce papier. Faites voir. De 2007 à 2013, des fonds provenant de la Fondation new-yorkaise du vin et de la vigne, oui. Oui, le dernier versement semble avoir eu lieu en 2013. Mais vous ne vous souvenez pas avoir reçu de l'argent après 2013? Non, aucun financement. Nous avons été très prudents après tout ce bazar et nous avons arrêté. Rien après 2013. Parce que nous avons trouvé ces documents qui montrent qu'il y a eu 2 dons de plus de la part de la Fondation new-yorkaise du vin et de la vigne. En 2016 et 2017, vous avez reçu 25 000 $. Puis en 2017 et en 2018, 25 000 $ supplémentaires. J'imagine qu'ils ont continué. Ok, je n'ai pas réalisé qu'ils avaient continué aussi tard. C'est incroyable que vous ne sachiez pas ça. Je savais qu'ils avaient envoyé des fonds, mais je ne savais pas quand ils avaient arrêté. Pour continuer à lui rafraîchir la mémoire, nous lui étalons à présent notre carte inédite, qui montre les connexions financières existantes entre lui, ses collègues chercheurs partisans de la Courbangie et les industriels de l'alcool. Vous ne pensez pas que vous seriez plus crédible si vous n'aviez reçu aucun financement? Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Mais autant que je sache, cela n'a pas influencé notre appréciation. Vous savez, mon message n'a pas été écrit par M. Dupont. Il est le fruit de 50 ans de recherche. Le problème est que tous ces scientifiques liés à l'industrie propagent ce message que l'alcool est bon pour la santé. À force de répétition, cette petite musique rentre dans les têtes. Oui, j'espère bien. Voilà comment cette ritournelle a été et est encore largement diffusée dans le monde entier. D'ailleurs, elle n'a pas atteint que les oreilles du grand public via la presse. Elle a aussi fait des émules parmi nos propres médecins. Et pas n'importe lesquels. De retour en France, nous avons fait une dernière étape à Bordeaux, à la Cité du Vin. Une fondation toute dédiée à l'élixir préféré des Français et qui se visite comme un musée. Alors, on y a flâné, on y a humé diverses senteurs, on y a appris qu'il y avait un vignoble en Polynésie française, et puis on s'est dirigé vers ces écrans qui semblaient nous appeler. Un tête-à-tête avec des experts. En cliquant sur Vin et santé et sur la question « Le vin a-t-il des effets bénéfiques ?», plusieurs médecins nous répondent, dont Jean-Marc Orgogozo, neurologue. Le vin a des effets bénéfiques qui sont très nombreux et pas toujours attendus. Bon, un premier effet bénéfique, c'est le plaisir. Du plaisir pour ce neurologue.
est presque un remède pour ce professeur en blouse blanche, Jean Sarric, un chirurgien spécialisé dans la greffe du foie. Ah, il est aussi vigneron. Vous avez aussi des effets bénéfiques parce que le vin est presque un médicament. Il apporte des antioxydants, il apporte une protection cardiovasculaire. Et voilà, c'est reparti. Dans ces courtes vidéos, ces médecins sont unanimes. Certes, ils nous disent qu'il ne faut pas tomber dans la dépendance, mais le vin a bien des effets bénéfiques sur la santé. Comment ces éminents toubibs peuvent-ils relayer à ce point des études controversées? Ça tombe bien. Le lendemain, toujours à la Cité du Vin, le docteur Sarric, celui qui greffe des foies, organise un colloque avec des confrères pour discuter, entre autres, des effets bénéfiques du vin sur la santé. Je peux pas rentrer avec, en fait. Non. Bon, notre caméra n'est pas la bienvenue. Mais vous nous connaissez. Après avoir mis l'essentiel de notre matériel au vestiaire, muni d'une caméra discrète, on n'a pas pu s'empêcher d'aller poser quelques questions au docteur Sarric. Bonjour, monsieur Sarric. Bonjour, docteur. Je Je suis Véronique Blanc. Surtout qu'au départ, quelques semaines auparavant, il nous avait tout d'abord dit oui à une interview, avant de changer d'avis. Je ne veux pas que vous m'utilisiez à cache d'investigation sans que j'ai vu ce que vous me faites dire, parce que vous allez sélectionner encore des trucs. Alors, je vous donne Donc, si vous ne signez pas un papier dans ce truc, je n'aurai pas d'interview. Mes questions, je vous le dis, c'est pourquoi vous dites que l'alcool est presque un médicament? Pourquoi vous dites qu'il apporte des antioxydants et une protection cardiovasculaire? Attention à vous. Pourquoi? Sur quelles études vous vous fondez, monsieur Sarric? Monsieur Sarric, Madame, monsieur ça Sarric. ne pousse pas à ce que vous accorde une interview. Mais vous oui, mais vous ne voulez pas m'accorder une interview de toute façon. Pour l'instant, c'est non. Mais ça a toujours été non, alors que ça a été oui au départ. Mais, donc répondez-moi, sur quelles études vous vous fondez pour dire que ça apporte une protection cardiovasculaire? La courbe en vie, elle a été remise en question, monsieur Sarric. Il y a des problèmes méthodologiques. Mais monsieur Sarric... Ah, ce n'est pas facile de remettre en question les soi-disant bienfaits de l'alcool quand on est à la fois greffeur de foie et vigneron. Alors d'accord, si boire un peu ne nous fera pas vivre plus vieux, jusqu'où peut-on aller pour ne pas mourir trop jeune? D'après Santé publique France, nous pouvons ingurgiter 2 verres de vin de 10 centilitres par jour pendant 5 jours, à condition de s'abstenir 2 autres jours dans la semaine. Même principe avec 2,5 centilitres de spiritueux ou avec 25 centilitres de bière à 5 degrés. Avec ces quantités, c'est un peu comme la voiture. Il y a toujours un risque à la prendre, mais si vous respectez les panneaux et les vitesses, votre risque sera limité.